Les médisances sur l'Afrique. Les médisances sur l'Afrique et sur les Africains. Africaines et chers abonnés qui ne sont pas de l'Afrique, c'est un plaisir pour moi de venir dans cette vidéo pour vous parler des médisances sur l'Afrique et sur les Africains. L'actualité ces derniers jours essaie de le prouver, de vous le montrer. Comment est-ce que les médisances se font sur l'Afrique et sur les Africains. Et excusez-moi d'arriver jusqu'à dire que ce sont des médisances qui sont parfois éhontées. Parce qu'on vous fait des récits sur l'Afrique qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a fait le cours de son temps. Depuis plusieurs siècles que les Européens, depuis plus de 6 siècles que les Européens ont commencé à venir en Afrique de façon durable, les médisances ont commencé en même temps. Les médisances au sens propre du terme, ou les racontages, les ragots sur, et ce qui a développé des préjugés. Si vous voulez en savoir au cours de l'histoire et à l'époque présente, je vous prie de vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore déjà, et de cliquer sur la notification pour suivre les prochaines vidéos. Parce que c'est très important de savoir à peu près le contexte dans lequel nous nous situons. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne et je veux aborder le sujet de la médisance sur l'Afrique et sur les Africains. Depuis 6 siècles, donc depuis le 14e siècle, que les Européens ont commencé à fouler le sol africain de façon durable, à vouloir s'implanter. Il se passe que pour pouvoir s'implanter, ils ont pensé qu'il fallait procéder également par la médisance. Donc ils ont organisé bien, ça a été bien organisé, des théories sur lesquelles ils s'appuient sur l'Afrique, sur lesquelles ils mentent sur l'Afrique. Et ils ont colporté ça dans tous leurs médias pour essayer de façonner une image différente de l'Afrique. Et il s'ensuit qu'aujourd'hui, on a développé des préjugés sur l'Afrique et spontanément, même des organisations internationales prennent le relais pour en dire des choses. Pour comprendre donc, nous prenons le cas présent, puisque nous vivons à l'époque présente, avant de remonter le cours de l'histoire. Avec la pandémie qui a éclaté en Afrique, et cela a commencé bien tardivement en Afrique, alors qu'il avait commencé depuis l'année passée en Asie, ce n'est qu'au milieu du mois de mars 2020 que la pandémie a commencé à avoir ses premières victimes en Afrique. En fait, les premiers infectés. Parce que c'est après plus de 2 semaines qu'on a commencé à avoir les premières victimes en Afrique. Mais l'Organisation mondiale de la santé, qui est en charge d'élaborer des politiques sanitaires et de protection des peuples, au lieu de nous proposer des thérapies et de nous prendre les dispositions médicales qu'il fallait prendre, s'est empressé de dire que le pire va arriver sur l'Afrique, alors que c'était déjà une hécatombe en Europe, notamment en Italie et en Espagne. On nous prédisait l'hécatombe. Et on parlait de 250 millions de morts qui vont avoir lieu au courant d'une année. Mais force est de constater que 2 mois après, vous vous rendez compte qu'on n'a pas encore atteint le chiffre de 100 000 morts sur le continent africain. D'ailleurs, à l'échelle du continent, c'est le continent le moins affecté par la pandémie. Et c'est également le continent dans lequel il y a le moins de morts, comparativement à un continent comme l'Europe. L'Europe n'a que 10 millions de kilomètres carrés. L'Europe n'a pas, donc c'est 3 fois moins que l'Afrique. L'Europe, c'est 10 millions de kilomètres carrés. 3 fois moins que l'Afrique. Mais cette Europe a des millions d'infectés et les morts se comptent par milliers. Or, en franchissant le cap de 100 000 morts, plus qu'une guerre, vous vous rendez compte que le quota de l'Afrique est réduit. Mais là, on ne veut pas voir ce côté-là. On commence à chercher des justifications qui sont autres. En vous disant que l'Afrique, d'abord, au départ, on nous disait que l'Afrique bénéficiait des conditions climatiques
Donc là, ce n'était pas le cas des Africains, c'était un phénomène tout à fait naturel. Donc les conditions naturelles protégeaient déjà les Africains. Parce qu'avec la chaleur, la très forte chaleur, accompagnée de l'humidité, le virus ne pouvait pas se développer dans de telles conditions. Donc voilà les arguments qu'on nous a avancés. Donc 2 mois après, quand on cherche l'hécatombe, on ne trouve pas encore les Européens et les soi-disant scientifiques européens nous disent que c'est parce que la population africaine est jeune. Et par conséquent, quand la population africaine est jeune, c'est la raison pour laquelle ils peuvent être autant infectés et mourir. Or, nous oublions, c'est à nous de leur rappeler qu'ils ont souvent dit que l'Afrique ne peut pas se développer parce que sa population est encore trop jeune. D'où vient-il qu'il faut qu'ils mettent donc ça comme un atout? Donc c'est à nous, les Africains, de dire que nous avons tous les atouts, mais que les autres présentent différemment. Donc si la population africaine est jeune, donc ça veut dire que biologiquement ou physiologiquement, nous sommes plus résistants déjà que eux. De ce point de vue, vous comprenez que l'Afrique a des atouts, mais qu'on ne veut pas voir en face. On est toujours en train de chercher des éléments qui ne sont pas, qui peuvent apporter une nuance, un préjugé péjoratif sur l'Afrique. Voilà ce que nous, les Africains, nous devons sortir et le dire. Les médias sociaux sont là pour nous apporter cette occasion de pouvoir démontrer que ceux qui pensent qu'ils sont scientifiques devaient apporter des solutions et non pas faire des analyses biaisées. L'Europe cette pandémie est en train de montrer les limites et les fragilités du système de pensée européen et même les limites de leur science. Actuellement, l'Afrique a des solutions à poser. 2 mois après, l'Afrique a des solutions à proposer face à cette pandémie. Pour ne prendre que dans un pays comme le Cameroun, plusieurs scientifiques ou plusieurs personnes ont proposé des thérapies qui ont fait leurs preuves. Je veux prendre le cas de l'archevêque métropolitain de Douala, qui a proposé une thérapie qui est en train de faire ses preuves dans tout le pays. Même si les autorités politiques ne le soutiennent pas, mais au moins là, ça participe de la démarche sociale d'un prélat pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la population, pour apporter des solutions aux problèmes de santé qui se posent à la population. Et du diocèse de Douala, le remède est produit et transporté dans les différents diocèses. Et de grâce, ce remède est distribué gratuitement à tous ceux qui sont testés positifs. Il est remis gratuitement. Donc nous sortons de là, contrairement à la médecine occidentale qui est une médecine de business, une médecine d'affaires, où il faut faire le chiffre. Nous arrivons là à une situation sociale qu'il faut à tout prix résoudre. Et le président malgache l'a dit, c'est une question de souveraineté dont on n'a pas besoin de l'onction des autres pour protéger sa propre population. Il est question de protéger sa propre population. Donc voilà une situation. Et à côté donc, du prélat, rien que pour le cas du Cameroun, on a près de 3 ou 4 docteurs en médecine qui ont fait des recherches et qui ont apporté des solutions propres, qui ont fait leur chemin. Et ils ne cessent sur les réseaux de pouvoir de pouvoir partager, puisque les ingrédients qu'ils utilisent pour leur thérapie sont des ingrédients bien connus. Il suffit de les ajuster et vous en aurez tout. Si bien que certains ingrédients ou certains produits naturels se font rares sur le marché camerounais actuellement. Nous ne prenons que le cas du citron. Le miel n'était pas déjà assez courant. Le miel aussi entre dans cette composition-là. Le miel, le citron, aussi bien que l'ail. Et ça sont des productions traditionnelles, des productions familiales. Donc nous comprenons que par ces productions, l'Afrique elle-même trouve les solutions à ses propres maux. Et ça, c'est un mal qui lui est importé et imposé. Donc voilà comment est-ce qu'à partir d'une pandémie, on essaie de construire tout un échafaudage et en prédisant des catastrophes à cette population. Maintenant, hors du continent, donc vous vous rendez compte que déjà sur le continent, la maladie a été apportée par les Européens. Maintenant, hors du continent, les populations africaines qui s'y trouvent sont stigmatisées. Les populations africaines sont stigmatisées, et notamment dans 2 pays, en Angleterre et aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Pour féliciter ou encourager le corps médical qui se bat avec des heures supplémentaires jusqu'à épuisement pour soigner la population anglaise,
On a pensé les encourager, mais malheureusement, les médias ont fait un choix en ne sélectionnant que une certaine catégorie de peuple. Vous ne trouvez donc sur des tabloïds de la presse anglaise que des médecins ou des infirmiers non noirs. Et il était même fait des tests, il était même publié récemment, le pourcentage de la population noire affectée par cette pandémie. Or, un événement encore est venu assombrir le tableau lorsque une travailleuse des chemins de fer s'est fait agresser par un Européen qui savait qu'il était infecté. Il lui a craché dessus, l'a agressé, l'a infecté et elle en est morte. Imaginez-vous si c'était l'inverse. C'est la population noire qui allait encore être stigmatisée de plus en plus. Et jusqu'au moment où nous publions cela, on disait qu'on n'avait pas encore arrêté l'agresseur. Donc vous voyez comment est-ce que, même de force, on essaie de nous imposer une maladie qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, on publie des chiffres des gens qui sont décédés de suite de cette maladie. Et on indexe encore, on ressort de cette statistique la population noire qui a été la plus affectée. On vous dit quelle est la plus petite population, mais de moins de 20 ou de moins de 30% suivant les États. Mais pour les infections et pour les cas de décès, on vous dit qu'ils sont à plus de 70% de morts. Mais là, on a dit aucun chiffre, on n'a donné aucun chiffre sur les autres populations, sur les autres communautés vivant aux États-Unis. Nous savons que les États-Unis sont une population multiraciale. Avec les latino-américains qui sont, combien de latino-américains en sont morts? On ne nous a pas encore dit. Combien d'asiatiques confondus en sont morts? On ne nous a pas encore dit. Combien des Européens? On ne nous a pas encore dit. Même là maintenant, quand on va dans un pays, voilà pour ce qui est de la stigmatisation de la population noire dans ces deux pays. Et il en va de même dans d'autres pays. Mais quand on prend le cas des deux pays européens comme l'Espagne et l'Italie qui ont été fortement ébranlés par cette pandémie, avec des milliers de morts par jour, combien dans ces milliers de morts, quels sont ceux qui sont les plus affectés? On ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit que parmi 1000 morts qu'il y avait par jour en Italie au pic de cette épidémie, c'était plus la population blanche qui était affectée. Parce que le dire, on va vous prêter peut-être, on pourrait vous taxer de raciste. Mais sortir le quota de cette population blanche-là, de cette population noire, non, ce n'est pas un phénomène raciste. Donc voilà les stigmatisations dont nous sommes victimes par la manipulation des statistiques. Et on ne sait comment est-ce qu'ils produisent ces statistiques-là. Quand il faut faire un recensement, on n'a pas assez de moyens pour faire les recensements. Mais maintenant, vous voyez, dans certains pays africains, on essaie de produire les statistiques sur la pandémie au jour le jour de façon quotidienne. Quand on sait que dans ces pays-là, on manque tous les outils pour élaborer des statistiques nationales dans quelque domaine que ce soit. Mais quand il s'agit de la pandémie, puisque c'est un élément qui peut être nocif, on trouve des moyens pour le faire. Donc vous trouvez que les politiques africaines sont déjà engluées dans le système de répression barbare qu'on peut avoir en Afrique. Vous voyez donc ces préjugés qui pèsent sur l'Afrique. Vous voyez donc les préjugés qui pèsent sur les Africains. Donc il faudrait que nous prenions conscience de cela. Que toutes les nouvelles, tous les chiffres, toutes les statistiques qui viennent des autres portant sur l'Afrique sont des statistiques entièrement biaisées, juste pour nuire à l'Afrique. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique s'éveille et se réveille. L'Afrique s'est déjà réveillée et les Africains sont en train d'être de plus en plus éveillés. Même s'il y a une bonne différence entre ces deux notions. Nous parlons de se réveiller qui va plus dans le sens physique, mais s'éveiller qui va plus dans le sens mental. Donc la population est en train de se réveiller, la population majorité s'est réveillée et elle est en train également de s'éveiller. Donc spirituellement, on essaie de... Bien de personnes comprennent déjà cela. Et je vais prendre un exemple. Les thérapies contre cette pandémie qui sont promues sur le continent sont plus africaines. Les Africains
déjà fuient aller dans les hôpitaux parce que là, ils ne sont plus rassurés. Beaucoup estiment qu'y aller dans les hôpitaux, c'est se faire infecter. Et ils savent que les thérapies proposées par les Européens, s'ils n'ont pas pu trouver les thérapies pour les contrer la maladie chez eux, comment est-ce qu'ils pourraient trouver ces thérapies en Afrique? Par conséquent, ils font foi à leur médecine traditionnelle, ce qu'ils pourraient appeler médecine traditionnelle. La médecine conventionnelle est en train de perdre donc, son pas. Et voilà donc où est-ce que nous en sommes. La production du remède malgache est en train d'être distribuée en Afrique et est en train de faire des grands pas. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous et de pouvoir échanger sur la situation que nous vivons actuellement. Comment est-ce que les Africains sont maltraités? Comment est-ce que l'Afrique est victime d'un complot mensonger alors qu'il ne porte pas, alors que ce n'est pas toujours vérifié? Quand est-ce que nous allons nous réveiller davantage pour essayer de contrer cela? Il s'agit de construire nous-mêmes une narration pour repousser cela. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ce moment de réflexion et d'échange, vous mettez un pouce pour ceux qui sont déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.